Yo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai eu pas mal de mésaventures la semaine dernière. Je vais pas m'étendre dans la vidéo sur ce qui s'est passé. Je vais vous faire un Insomniac Club pour raconter. Il y a rien de grave, hein, vous inquiétez pas. C'est que des trucs plus soit chiants, soit même un peu rigolo ou quoi. Mais j'ai eu beaucoup de choses à gérer la semaine dernière, donc d'où le fait que il n'y a pas eu d'épisode. On se retrouve cette semaine, donc on va pas perdre de temps. On va aller tout de suite au manga. Le manga, il s'appelle L'île errante, comme vous le voyez là. Il est en deux tomes. Alors, il est inachevé en deux tomes. On va revenir là-dessus. Il est toujours pas fini ce manga. Et soyons clairs, je pense qu'il ne sera jamais fini. C'est un manga de Kenji Tsuruta au dessin et à l'écriture. Kenji Tsuruta, on avait déjà parlé de lui il y a longtemps pour on va dire une série. Alors, je vous renvoie à la vidéo parce que c'est pas vraiment une série, mais 4 mangas liés entre eux qui étaient les mangas Emanon. Celui-là, hop là, c'est le premier. J'ai tout fait tomber. Souvenir d'Emanon, il y en a 3 autres derrière, où Kenji Tsuruta pardon, était juste au dessin. Vous le voyez sur la couverture. Au scénario, c'était Shinji Kajio, écrivain de science-fiction japonais, dont les romans ont été adaptés en manga. C'est un manga, enfin c'est des mangas, les mangas Emanon, que j'avais beaucoup aimé. Je vous renvoie à la vidéo comme je disais. Et donc derrière, Kenji Tsuruta a lui aussi des mangas solo, enfin a des mangas solo au-delà d'Emanon. Qui ressemble quand même beaucoup à Emanon. D'ailleurs, dès les couvertures, vous pouvez voir que c'est la même collection. En France, c'est publié par Kiun dans la collection Latitude. Vous savez, leur collection grand format, comme ça, un peu soignée, même si l'édition aurait pu être encore plus soignée. On va revenir là-dessus. Mais les mangas vont très bien tous ensemble sur l'étagère, si vous voulez. Ils ont tous le même format, tous à peu près la même charte graphique. C'est le même dessinateur, donc voilà. L'île errante, j'ai beaucoup aimé, même si, comme je dis, ce n'est pas terminé. Euh, Hop, je vais essayer de vous montrer ça. C'est un manga qui raconte l'histoire de Mikura Amelia. La voici, vous voyez ses yeux ici, qui est une jeune femme comme Kenji Tsuruta les dessine, c'est-à-dire grande, élancée, souvent à moitié nue, brune, avec les cheveux longs. Alors, elle ne fume pas. D'habitude, les héroïnes de Tsuruta fument. Là, elle fume pas, mais elle ressemble un peu à toutes les autres héroïnes de Tsuruta. On va regarder un petit peu les autres mangas de Tsuruta plus tard. Il y a vraiment un style. Cet épisode, c'est aussi pour parler du dessinateur de manière générale, de ce dessinateur-là. Et donc, Amelia Mikura, elle est postière. Elle livre des colis, des lettres entre des petites îles du Japon. Donc, elle prend l'avion. Elle a une espèce d'avion biplan, là, comme vous voyez. Et elle va livrer des choses et d'autres à travers les îles. Et au fil de son travail, elle va tomber sur une vieille légende, sur une île qui s'appelle Electricitate, et qui serait une île errante qui se baladerait selon le sens du vent. J'entends Ronnie qui fait je sais pas quoi, je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. Qui se baladerait un peu au gré du vent et qui abriterait des secrets. Déjà, le simple fait que ce soit une île errante est un truc assez intéressant et qui en plus abriterait peut-être, on le comprend, l'ancien crush de notre héroïne qui a disparu en mer il y a quelques années et ça correspond avec le fait il aurait pu se retrouver sur l'île. Voici Ronnie. Bonjour Ronnie. Il regarde la pluie. C'est vrai qu'il pleut. Petit instant poésie avec ce chat. Et donc voilà, elle se met en tête de retrouver l'île, d'autant plus que son grand-père, aujourd'hui disparu, qui était postier avant elle, elle a hérité de son travail, de son avion et ainsi de suite, c'était lui-même à l'époque mis en tête de trouver l'île, donc elle poursuit les recherches du grand-père et elle va essayer de trouver l'île d'Electricité, en sachant qu'évidemment, elle va finir par la trouver, mais elle va la trouver dans le premier tome, en fait, elle va tomber dessus dans le premier tome par hasard, la voici, je crois que c'est là, voilà, elle tombe dessus complètement par hasard en volant, et elle va se faire attaquer. Donc là, on est vraiment au début, en fait, hein. C'est comme ça qu'elle prend conscience de l'existence d'Electricité, et elle va se faire tirer dessus depuis l'île, ils vont lui balancer des boulets de canon, on va voir ça très rapidement, voilà le boulet de canon qui arrive, voilà, et donc on comprend que l'île a pas trop envie qu'elle soit là. Elle, ça la refroidit pas, elle a le caractère très aventureux des héroïnes de Tsuruta, donc elle veut continuer et elle va retourner sur l'île dans le tome 2 et je vous en dis pas trop plus. Voilà. Mais en même temps, je vous en dis pas trop plus, comme je dis, même si cette phrase n'est pas très français, mais comme j'expliquais en début de vidéo,
L'île errante n'est pas terminée, est un manga inachevé comme on en a déjà traité sur la chaîne. J'ai un petit kink pour les mangas inachevés. J'ai un truc, je sais pas, sur les mangas qui sont laissés en plan depuis 10 ans. Je sais pas pourquoi, j'aime bien l'idée de les avoir, d'avoir ces espèces de brouillons d'histoire, de traces de potentialité, d'histoires qui auraient pu être et qui n'ont pas été complètement. Vous pouvez voir déjà là en feuilletant le tome 2, quelque chose d'assez intéressant sur le dessin de Tsuruta, à savoir que ça prend toute la page en général. Il y a très peu de cases par page. On va revenir là-dessus, mais c'est un manga qui laisse beaucoup de place au dessin avant tout. Et donc oui, je disais, c'est un manga inachevé depuis 2017, c'est-à-dire que c'est sorti au Japon en 2017, les 2 premiers tomes, je crois. En France, pas longtemps après, en 2018. En plus, Kiyun l'a plutôt bien sorti, hein, comme je disais, et édition de luxe, tout ça. Le seul truc où je disais il aurait pu être encore mieux, c'est que les pages couleurs ne sont pas en couleur. Notamment sur le premier tome, ça se voit. Je crois que les premières pages, vous voyez que les premières pages voilà, là ça se voit au tram de gris et tout. Les premières pages du premier tome auraient dû être des pages couleurs. Au Japon, ça l'était, c'est sûr. Et ils l'ont pas fait en France. Bon. Voilà, c'est comme ça. Ils ont gardé en noir et blanc pour un prix qui était quand même, eh bien, on ne sait pas, mais qui devait être relativement cher vu que c'est du grand format. On aurait pu avoir les 4-5 pages couleurs au début. Allez, bon, ça fait pas grande différence, mais quand même, ça fait un peu chier. Mais voilà. Mais en tout cas, Kiyun a quand même, visiblement, en 2018, croyait un petit peu à l'île errante. Ça devait être à peu près à la même période où sortait en France la série Emanon, au même format. Donc, ils ont dû, je pense, vu même la ressemblance des livres entre eux en rayon, ils ont dû se dire que ça allait s'adresser au même public et que ça allait pouvoir faire une synergie, on va dire, entre les deux séries et que ça allait peut-être bien se vendre. Ça n'a pas trop été le cas, hein, d'après ce que je sais. Mais surtout, ben, la série s'est arrêtée très très vite. Donc en fait, passé les 2 premiers tomes, bon, ben, peut-être que ça a pu plaire à des gens. Moi, ça m'a plu. Là, j'ai relu ces tomes. En fait, je les avais dans la bibliothèque depuis très longtemps et je les ai ressortis là récemment pour les relire parce que, comme je vous expliquais, il y a un chat également. Tsuruta dessine toujours des chats. Euh, Comme je vous disais récemment, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui me plaît. Je trouve que ces dernières semaines, derniers mois, c'est un peu plus calme à l'actualité du manga. Je m'en plains pas spécialement d'ailleurs, ça va, ça vient. Et c'est bien, là on prend le temps d'aller chercher des trucs un peu plus vieux. Et donc je relis des choses en ce moment. Ça ressemble un peu au Mont Saint-Michel, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, et ouais, c'est cool de prendre le temps d'aller chercher, d'aller rechercher, d'aller relire les trucs qu'on a dans les étagères depuis un moment et qu'on a un peu à moitié oublié. Ce qui a été pour ma part complètement le cas de l'île errante, quoi. J'avais vraiment, je me rappelais que ça parlait d'une île errante en même temps. Le titre m'aidait beaucoup. Je me rappelais des bases, mais je me rappelais vraiment pas des détails. Et donc ouais, j'ai été content de la relire. Mais il faut savoir que vous n'aurez jamais la fin de l'histoire très probablement parce que 2017, là, ça commence à faire un moment, hein, quand même. Ça m'étonnerait qu'il revienne. Tsuruta a fait d'autres trucs entre temps en plus. Je pense qu'il a complètement laissé tomber l'île errante. Il n'y a pas eu d'annonce officielle que c'est terminé, mais je pense que c'est tout comme. Donc voilà, ça reste 2 tomes comme ça qu'il faut un peu envisager comme une histoire qui n'aura pas de fin, mais qui sert un peu d'artbook presque. C'est presque un truc où on se laisse porter par les dessins. Très peu de dialogue, comme vous voyez, ça se lit très très vite, hein. Il y a beaucoup de pages muettes. Beaucoup de pages où on voit l'héroïne Michaela, Mikura, pardon. Mikura comment? Parce que c'est Mikura avec un nom de famille européen, on va revenir là-dessus. Amelia, pardon, Mikura Amelia, où on voit Mikura Amelia se balader dans l'île, se balader autour de chez elle, faire ses recherches, tout ça, avec très très peu de dialogue. Là, vous voyez, en 2 pages, on a trois bulles de dialogue. Et qui sont en plus pas très bavardes. Et c'est souvent comme ça. La part belle est donnée au dessin. Kenji Tsuruta a la réputation d'être un très grand dessinateur, enfin très grand dessinateur. En tout cas, il y a des vrais fans. Je vous remontre un peu du Emanon justement aussi en dessin. Il y a des très grands fans de Kenji Tsuruta, de sa manière de dessiner, notamment les personnages et les paysages. En même temps, c'est les deux choses qu'on peut dessiner. Et qui a notamment sur les personnages féminins. Je vous disais, il a un peu un type de personnage féminin. Toujours ce perso-là de femme avec des longs cheveux bruns, qui est très aventureuse, très tête brûlée, très indépendante, souvent accompagnée d'un chat et souvent avec des cigarettes également. C'est pas le cas dans l'île errante pour les cigarettes, mais c'est le cas pour le chat.
Et donc, il y a beaucoup de fans, enfin beaucoup de fans. Il y a une communauté de fans du dessin de Tsuruta. Je pense qu'il y a moins une communauté de fans de ses histoires, si vous voulez. J'ai d'autres mangas de lui. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai, qui sont tous dans le même genre, où on retrouve vraiment. C'est marrant parce qu'ils sont tous presque dans le même univers. Là, dès les couvertures, vous voyez que c'est encore le même personnage. Alors, c'est pas factuellement le même personnage, mais elle ressemble beaucoup. Il y a encore des chats, c'est encore une fille indépendante, un peu détective, un peu aventurière, tête brûlée. C'est vraiment le même style de dessin, avec souvent des poses assez sexy pour les personnages féminins, pour l'héroïne. On sent que Tsuruta a un crush sur ses héroïnes, ce qui est plutôt intéressant en fait pour un auteur. Ça veut dire que voilà, il a envie de la dessiner, il a envie de la mettre en mouvement, de la faire agir, tout ça. Mais c'est vrai que par moment, oui, il y a un côté très. C'est même pas fan service parce que c'est jamais, c'est jamais érotique, si vous voulez. C'est jamais. C'est pas destiné à exciter le lecteur, je ne pense pas. Par contre, c'est destiné à mettre en valeur ces héroïnes, à les rendre belles. Voilà, il y a beaucoup de nudité dans certains de ces romans. Jamais de sexualité, je crois. Mais en tout cas, j'ai pas souvenir. Mais il y a beaucoup de nudité, il y a beaucoup ouais, de mise en valeur du corps féminin, on va dire. Donc ça peut déplaire, ça peut mettre un peu mal à l'aise. Surtout que dans certains de ces mangas, comme celui-là, Forget Me Not, qui est beaucoup plus vieux, qui était sorti chez Saka Casterman et qui date de 2003 celui-là. Donc on est beaucoup plus avant enfin beaucoup plus arrière plutôt dans la carrière de Tsuruta. C'est un manga pareil qui se passe à Venise où on va suivre une héroïne un peu détective qui mène des enquêtes et notamment sur son passé. C'est très brouillon d'un point de vue de l'histoire, on comprend pas grand-chose à où ça nous mène, c'est assez mal raconté. Ça repose beaucoup sur le dessin de Tsuruta, notamment de son héroïne et de Venise, des paysages de Venise. Honnêtement, alors c'est devenu une rareté, je crois. Forget Me Not, c'est très dur à trouver. Honnêtement, ça vaut pas trop le coup de le chercher. C'est un truc très spé qui va plaire que à quelques personnes. Et souvent, c'est un peu le cas quand même des mangas de Tsuruta. Plus récemment, non, plus anciennement, on va faire dans l'ordre. Plus anciennement, était sorti chez Casterman, même pas Saka, mais vraiment Casterman, Spirit of Wonder. Alors, je crois, c'était peut-être même avant les années 2000. On va essayer de trouver l'année. Là, on est dans la préhistoire. 97 au Japon, 99 en France. On est vraiment dans les origines du manga moderne, qui là, c'est des chapitres indépendants sur des inventrices, sur des créatrices, des scientifiques, toutes féminines, et ça raconte leur histoire très romancée, rendu fantastique. On est même dans la SF avec des histoires de météorites, de choses comme ça. Pareil, c'est une lecture un peu laborieuse. On sait pas trop où ça va. Mais il y a le trait très caractéristique de Tsuruta. Alors que pourtant on est sur un manga qui a 30 ans là quand même. Enfin quasiment 30 ans. Et pourtant le style est déjà en place, alors ça va s'affiner un peu avec le temps, mais il a déjà un style graphique qui est quand même très reconnaissable, déjà un certain goût pour la nudité. J'aurais dû tourner cette page plus vite, au lieu de vous la montrer comme ça, YouTube va être très énervé. Mais il avait déjà ce truc-là, très fan service, on le voit sur les cases là actuellement. Et donc ouais, c'est pareil, c'est ce manga-là, Spirit of Wonder, est vraiment un truc très dispensable aussi, assez un peu relou à lire, pour être honnête. C'est un peu long. Il est en sens de lecture français. C'est vraiment un manga de l'époque, comme je disais. C'est un truc j'allais dire qui a mal vieilli, mais je pense que même à l'époque, c'était pas ouf. Ouais, c'est laborieux. C'est laborieux, c'est très bavard pour le coup, c'est le contraire de l'Hydérante. Ça parle beaucoup pour pas dire grand-chose. Il y a des pages couleur pas en couleur qui sont très moches, qui sont l'époque où ça scannait très mal les pages. Voilà, donc ça, Spirit of Wonder, pareil, énorme rareté. Qui est quasiment introuvable, qui coûte très cher, je crois. J'avais regardé, moi, je l'ai d'époque, quoi. Enfin, pas tout à fait d'époque, mais je veux dire, je l'ai pas acheté cher. Et ouais, c'est devenu introuvable. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? À vous de voir. Si vous êtes vraiment fan de Tsuruta, pourquoi pas, mais c'est de l'archive. Là, on est sur de l'œuvre d'archive. On est sur un truc qui très probablement ne sera pas un vrai plaisir de lecture pour vous, mais sera plutôt voilà une curiosité pour voir les débuts
d'un dessinateur qui depuis est devenu un petit peu culte. Et beaucoup plus récemment, était sorti chez les défunts, enfin alors pas tout à fait défunts, mais les bientôt défunts Noévé Graphics, dont on avait parlé il y a quelque temps dans l'épisode sur Asobi Asobase, qu'on m'a dit d'ailleurs en commentaire peut-être se prononcer Asobi Asobase, ce qui est bien possible effectivement. Mais en tout cas, on avait parlé de Noévé Graphics, éditeur qui est en train de disparaître, et qui avait pour projet d'éditer pas mal d'œuvres de Tsuruta, qui étaient restées inédits en France. Notamment, ils en ont fait qu'une, qui était La Pomme Prisonnière, que je vous montre là, que je ne vais pas ouvrir parce que c'est intégralement sur la nudité. C'est-à-dire que l'héroïne est nue dans absolument l'intégralité du manga. On suit une héroïne qui est factuellement la même que dans Forget Me Not, mais il n'y a aucune cohérence scénaristique. Il n'y a aucun lien sur pourquoi on passe de Forget Me Not à La Pomme Prisonnière, mais c'est la même héroïne. Bon, faites ce que vous voulez de ça. Et là, c'est vraiment, il y a quasiment pas d'histoire. On va la voir errer nue dans des souterrains, voilà, et explorer une espèce de ville abandonnée. On ne sait pas pourquoi elle est là, ça n'a aucune importance. C'est vraiment, j'essaye quand même de vous trouver 2-3 pages si je peux. Bon, je vous montre les premières pages où vraiment il y a juste un chat, mais c'est quasiment que de l'étude graphique en fait. Il y a quasiment pas de scénario. Bon, il y a vraiment trop de nudité. Après, je peux pas vous montrer. Il y a la carte Noévé Graphics qui est là. Et ouais, non, je peux pas vous montrer du tout. C'est La Pomme Prisonnière. Désolé. C'est vraiment une étude graphique. Ça joue beaucoup sur le noir. Elle est beaucoup dans l'obscurité, dans des tunnels. Donc Tsuruta s'amuse avec ça, avec les contrastes. Mais ça en fait un manga très particulier. On est quasiment autant sur le carnet de croquis, le carnet d'études dessinées, que sur vraiment un manga au sens stricto sensu, quoi. Donc c'est assez bizarre la carrière de Tsuruta, notamment ce à quoi on a accès en France, mais c'est assez représentatif, je crois, de ce qu'il a fait au Japon. Il y a plein d'œuvres qui n'ont pas traversé l'océan. Mais en tout cas, L'île errante reste finalement, à part Emanon, mais Emanon, il n'est pas au scénario, hein, on le rappelle, L'île errante reste peut-être son œuvre la plus accessible, parce que ça reste une histoire qui a des personnages, qui a une progression, qui a un scénario, qui a pas de fin, pour l'instant, peut-être un jour, mais je ne crois pas. Mais c'est une histoire beaucoup plus classique dans sa construction. Même si, encore une fois, le manga laisse beaucoup de place au dessin, avant tout, bien plus qu'au scénario. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on parle de manga toutes les semaines, et souvent, la porte d'entrée pour parler de manga, et c'est normal, ça va être plutôt le scénario. On va plus parler du scénario, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que font les personnages, quel est leur but, quelle est leur progression. Alors qu'en fait, une bande dessinée, un manga, c'est autant un scénario qu'un dessin. Et c'est vrai que j'essaye de parler du dessin à chaque fois, mais parfois il y a moins à dire. Parfois c'est un dessin qui a pour but de simplement soutenir l'histoire, soutenir la progression. Là, on est un peu dans le cas contraire où Tsuruta se sert de son scénario comme d'un support pour justifier ses dessins. Lui, ce qu'il voulait dessiner, visiblement, c'est son héroïne en maillot de bain qui explore une espèce d'île un peu abandonnée, qui ressemble beaucoup à une ville européenne, plus que japonaise. C'est un truc dans Tsuruta, dans un peu tous ses mangas, on sent qu'il est très intéressé par l'architecture européenne. Là, vous voyez, ça ressemble beaucoup plus à un paysage français, espagnol, italien, qu'à un paysage japonais, là, quand même, les maisons que vous voyez. Et c'est très souvent ça, comme je vous disais, Forget Me Not, son manga, se passe à Venise. Les Emanon, ça voyage un peu. Emanon, c'est quand même plus au Japon, de mémoire. Mais Spirit of Wonder, ça voyage. Ronnie, il grattait le mur. J'ai essayé de le calmer. Donc ouais, L'île errante, finalement, mélange un peu tous les fantasmes, entre guillemets, tous les tropes de Tsuruta, c'est-à-dire l'héroïne sexy et aventureuse, l'architecture européenne, les mystères jamais trop résolus, les scénarios très... c'est pas très compliqué, mais très flou, et qui ne mènent pas à grand-chose. Voilà, il y a un peu tout ça. C'est en fait assez agréable, ça se lit très facilement, comme je disais, du fait notamment que c'est assez peu bavard. Là, on est sur les pages quasiment les plus bavards de toute la série, enfin toute la série, il y a 2 tomes. Hein. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai beaucoup aimé relire ça. Alors, je crois que ça se trouve encore, L'île errante, probablement parce qu'ils en ont pas vendu beaucoup en fait à l'époque, donc c'est encore possible de le trouver en librairie, de le commander. Mais c'est à peu près sûr qu'ils vont jamais le rééditer. Enfin, là, on est sur un truc très de niche, hein, quand même très manga de la cave, quoi, de gens qui veulent s'intéresser à ça.
Mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé. Et puis c'est le thème de l'île errante, de l'île qui disparaît, qui se déplace. C'est un truc bizarrement qui revient quand même souvent en fiction, et notamment en fiction japonaise. Il y a beaucoup de jeux vidéo, les Final Fantasy, les Dragon Quest, qui vont avoir ça à un moment. Alors c'est pas toujours au centre du scénario, mais ce truc d'une île vivante, on peut même penser au film et au livre L'Histoire sans fin, qui a ça aussi. Euh, je sais pas ce qu'il y a dans ce motif, dans cette image d'une île douée de mouvement. Ce qu'il y a qui nous intrigue autant. Mais c'est vrai que c'est un truc qui revient. On en avait même déjà parlé d'ailleurs dans un manga il y a quelques temps, un manga assez oubliable. D'ailleurs, il s'appelle Les Oubliés, j'ai pas fait exprès, mais un manga qui s'appelle Les Oubliés de Nokuto Koike, qui pareil avait cette idée d'une île qui se déplace. C'est un truc qui revient souvent. Je sais pas pourquoi ça nous intéresse autant, pourquoi il y a un truc un peu magique dans cette idée-là. Euh, mais c'est un truc toujours agréable à retrouver. Ça m'a un petit peu fait penser aussi, j'en profite pour parler d'un roman à la fin, d'un roman de Serge Brussolo que j'ai lu récemment. J'ai lu beaucoup des romans de Serge Brussolo. On parlera de lui un jour, je ferai sûrement une vidéo sur lui. Roman qui date quand même des années 90, celui-là, qui s'appelle Boulevard des Banquises. Serge Brussolo, c'est un auteur français qui a écrit énormément de livres. Quand je dis énormément, c'est plus de 300. Donc c'est vraiment un auteur très productif. Euh, Principalement de la SF, de l'horreur, du policier. Je dis principalement, mais en fait, il a fait énormément de trucs différents. Mais disons que c'est quasiment uniquement de la littérature de genre, comme on dit. C'est pas de la littérature réaliste. Et il a un style très à lui, très sur l'irréalisme. On sait jamais trop. Il est à mi-chemin d'un truc qui pourrait presque être réaliste. Et puis il y a un moment où la réalité twist un peu. Mais c'est jamais de la SF trop. C'est jamais totalement un autre monde non plus. C'est très spécial ce que fait Brussolo. Et Boulevard des Banquises m'a un peu fait penser aussi à l'île errante. Il y a des trucs qui reviennent parce que c'est une journaliste qui part enquêter sur une région nordique du monde, qui est une espèce de ville un peu secrète, qui est sur la côte, et qui accueille, qui aime pas trop accueillir des gens extérieurs, quoi. Et elle va là-bas pour écrire un livre sur cette ville, et la ville de Gotterdal qui s'appelle, et elle va découvrir que c'est une île qui garde beaucoup de secrets, enfin une île, c'est pas une île pardon, c'est une ville, mais qui garde beaucoup de secrets. Et voilà, je vous en dis pas plus. Il y a des thèmes un peu similaires à l'île errante, notamment dans la façon dont les habitants gardent secret ce qu'il y a caché dans Gotterdal. Voilà, par exemple la nuit, il y a l'interdiction de parler ou de faire de la lumière. Il faut que la ville soit invisible dans la nuit. Donc tout le monde ferme ses volets, tout le monde se tait, et il y a des tireurs postés sur les toits de la ville qui tirent sur les gens qui parleraient dans les rues. Voilà, c'est un roman assez cool. C'est un très bon Brussolo. C'est pas son meilleur ou quoi, mais c'est un très bon Brussolo. Si vous avez envie de découvrir cet auteur, Serge Brussolo, qui continue à écrire. Aujourd'hui, il a, je sais plus quel âge il a. Je crois qu'il a presque 80 ans, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il a largement plus de 70, je suis presque sûr. Et il continue à écrire, et il a une œuvre pléthorique que j'adore. Voilà, on fera peut-être une vidéo un jour dessus, je sais pas. Mais en tout cas, Boulevard des Banquises a quelques points communs avec l'île errante de Kenji Tsuruta. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. J'ai parlé un peu de tout, de rien, de Kenji Tsuruta, qui a une œuvre qui est intéressante, qui est très portée sur le dessin, quoi. C'est un auteur, je vais retirer les oubliés, qui n'a pas grand chose à voir quand même. Je vais vous mettre la pomme prisonnière, pardon, devant de Noévé Graphics. Ouais, qui a une œuvre vraiment intéressante, mais qu'il faut vraiment aborder comme principalement graphique, quoi. C'est avant tout un dessinateur qui a un trait très à lui, très crayonné. On sent qu'il y a très peu de numérique dans ce qu'il fait, hein. Quand vous voyez des choses comme ça, par exemple. Là, c'est quand même une très belle double page. Et pareil pour ces héroïnes qui sont très humaines dans le trait, quoi. Comme je vous disais, il les rend très sexy. Elles sont très souvent en culotte, très souvent voire nues, mais elles sont, ça fait pas pornographique, quoi, si vous voulez. Elles sont sexy réalistes. Par exemple, il y a un rapport à la pilosité, un rapport même aux poses, aux bourrelets, aux vêtements mal ajustés, des choses comme ça. Alors, ça n'en fait pas une œuvre féministe pour autant, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il y a un rapport au sexy des personnages qui est inscrit dans un certain réel, ce qui est intéressant aussi. Voilà, mais en tout cas, oui, il faut vraiment aborder l'île errante ou n'importe quel titre en réalité de Kenji Tsuruta comme un travail graphique plus que scénaristique. Le scénario est juste un outil pour dérouler les dessins que Kenji Tsuruta avait envie de dérouler. Voilà,
J'espère que l'épisode vous a intéressé. Moi, je suis toujours un peu malade là. J'ai le fait d'avoir parlé pendant 20 minutes. Là, je sens que j'ai besoin de me moucher et de boire un thé. On se quitte avec Ronnie qui vient de récupérer une balle. Tu veux jouer? Apporte-moi la balle. Bon, oui. C'est pas vraiment un chien, mais ouais, il va jouer tout seul. Il me déteste. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère plus en forme. J'espère que ma voix sera redevenue normale. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut.